have my signal. Unleash hell. Who is he? I'm required to kill, so I kill. Tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. Loyal servant to the true Emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next. Win the crowd, and you'll win your freedom. Are you not entertained? Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. I will give them something they've never seen before. What we do in life echoes in eternity. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la dernière de l'année 2024 sur la chaîne. Pour cette dernière vidéo, bien évidemment, nous allons parler d'un film, ce sera une dernière vidéo qui sera complète. Cependant, je tiens à vous préciser qu'il y aura une petite vidéo à mon avis qui sortira ou la semaine prochaine ou en fin de semaine pour vous annoncer un petit peu les objectifs pour 2025 et surtout vous annoncer les différents projets qui suivront la chaîne tout au cours de cette année. Et aussi, il y aura enfin l'ouverture du Discord de la chaîne, donc je vous inviterai bien évidemment sur cette vidéo à l'aimer, à la partager, mais aussi à la liker comme toutes d'ailleurs. Donc dans la prochaine vidéo, je récapitule, vous verrez les objectifs pour l'année 2025, l'ouverture du Discord, et vraiment je pense que ça va être très cool, j'ai vraiment hâte d'y être. Mais bref, aujourd'hui ce n'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui est culte, qui est sûrement un des films les plus légendaires du 21e siècle. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la suite de ce film il y a de cela vraiment très peu de temps. Aujourd'hui nous allons parler de Gladiator, premier du nom, sorti en 2000 et réalisé par Ridley Scott. Et le problème avec ce film, c'est par où commencer. Par où commencer tout simplement? La musique? Les acteurs? L'histoire? Je sais pas. Par où on peut commencer là-dedans? Parce qu'on parle quand même d'un film à 5 Oscars, notamment le meilleur acteur pour Russell Crowe, et aussi celui du meilleur film, entre autres. Mais ouais, parlons vraiment des acteurs dans ce film qui sont extrêmement convaincants, et c'est un des points forts d'ailleurs du film. C'est déjà Russell Crowe qui est extrêmement charismatique. Ce que j'ai beaucoup aimé avec sa performance dans le film, c'est qu'elle est vraiment très complète. C'est-à-dire qu'on voit un guerrier dans le film, on voit clairement un grand guerrier qui peut devenir le futur empereur de Rome, et ça c'est hyper crédible. Et lorsqu'il chute, finalement, qu'il se fait trahir par Commode et qu'il se fait un peu aplatir par le monde romain comme on ne pourrait pas l'imaginer d'ailleurs au début du film, il est tout aussi crédible. Il arrive à faire de Maximus un personnage extrêmement complet, qui a des grands moments d'émotion, notamment la mort de sa femme, la mort de son fils qui sont assassinés sur ordre de Commode. Il a créé des moments mythiques pour son personnage, on peut en citer des moments mythiques de Maximus dans ce film. Si on ne peut pas citer tout le film et ne citer que quelques scènes, on peut d'ores et déjà citer le moment où il se révèle à Commode en plein milieu du Colisée, avec ce fameux monologue où il se présente qui est exceptionnel, laissant d'ailleurs Commode sans voix. Le fameux aussi Are You Entertained en pleine Mauritanie césarienne au moment où il se retrouve réduit en esclavage pour devenir éventuellement un gladiateur. Ce que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs en parlant de ça avec le personnage de Maximus, c'est la relation qu'il va avoir avec Proximo. Proximo qui était d'ailleurs joué par l'excellent Oliver Reeve qui est décédé durant le tournage, donc ça c'est un petit hommage que je tiens à lui rendre parce qu'il fait vraiment une superbe performance. C'est un personnage qui est tout simplement un des plus importants du film, puisque c'est lui-même un ancien gladiateur qui a réussi à être affranchi. Sans dire qu'à ce moment-là, Proximo ça devient vraiment la meilleure chance pour Maximus de réussir à se venger et à retrouver les terres de Rome. Ce que j'aime beaucoup via le personnage de Proximo, c'est qu'il met en valeur l'humilité de Maximus dans ce film. Parce que durant l'introduction du film en Germanie, on voit que Maximus c'est un grand guerrier, respecté et respectable, mais c'est justement à partir du moment où il se retrouve avec Proximo que le côté émotionnel du personnage sera beaucoup plus mis en avant. D'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'on parlait de Marc Aurèle juste avant, c'est l'interprétation de Richard Harris qui est exceptionnelle.
Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comment il a été écrit, Marc Aurèle, parce que actuellement je suis en train de lire un livre justement sur le vrai empereur Marc Aurèle et non sur le film. Il s'appelle Le Rêve de Marc Aurèle, qui est vraiment extrêmement cool. Actuellement où j'en suis, en fait c'est le point de vue de Marc Aurèle sur Rome, l'histoire de sa vie, tout en montrant justement la philosophie de ce personnage historique. Et en fait on voit que Ridley Scott, dans son écriture du personnage, il était pas si loin de la réalité des choses. Parce que c'est vrai qu'on reproche souvent au Gladiator 1 ou au Gladiator 2 de prendre beaucoup de liberté par rapport à l'histoire antique. Marc Aurèle était effectivement un empereur qui a vécu avec énormément de remises en question et beaucoup de remords et de regrets. Toute cette histoire qu'on utilise dans Gladiator, le fameux rêve de Rome, ce n'est pas une histoire qui a été rajoutée au film pour rapporter de l'émotion. C'est vraiment quelque chose qui historiquement est vérifiable et vérifié. D'ailleurs ce livre que je suis en train de lire, que je vous recommande d'ailleurs, il a été écrit par Frédéric Lenoir. Je vous invite à vous y intéresser. Alors c'est un livre qui comporte énormément de philosophie, je tiens à vous le dire, mais c'est exceptionnellement bien pour comprendre un peu la complexité finalement de cet empereur. Comment ne pas parler de Commode dans ce film qui est lui aussi est extrêmement bien joué, en même temps Joaquin Phoenix. On ne le présente plus, à l'époque il était plus jeune certes, mais quel acteur. Il n'est pas un Commode complètement psychopathe, fou, qui est même amoureux de sa sœur, donc on est vraiment sur de l'inceste, qui est jaloux surtout. Mais ce qui est fou, c'est que Commode, à plusieurs moments dans ce film, malgré toutes les monstruosités qu'il peut faire et son règne qui est complètement une dictature, il faut le dire, puisque tout au long de son règne, et notamment dans le film, il veut dissoudre le Sénat et prendre les pleins pouvoirs rien que pour lui, ce qui d'ailleurs poussera le sénateur Gracchus et Lucilla à s'allier pour pouvoir réussir à faire tomber Commode, et qui par conséquent vont faire en sorte que Maximus et lui puissent avoir un duel. Voilà, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que malgré le côté despotique de Commode, Commode n'est pas simplement un méchant classique du cinéma, où il va juste faire énormément de monstruosité. Non, il a été développé de sorte aussi à montrer un certain manque d'amour paternel, et justement ça renforce le côté des regrets de Marc Aurèle, des remords, etc. C'est que, comme il le dit dans le film, ses échecs en tant que fils sont ses regrets en tant que père. Enfin, il dit une phrase de ce style, Marc Aurèle, juste avant de mourir d'ailleurs. Du coup on se rend compte vraiment dans le film que Commode a subi énormément de la part de son père, même si son père ne le faisait pas volontairement, mais il a toujours eu l'impression de ne pas savoir le rendre fier, et donc c'est vraiment quelque chose qui je trouve bien mis en avant à l'écran, et c'est très bien fait. Encore une fois, relativité historique, ce que j'ai bien aimé avec le Commode de Joaquin Phoenix, c'est qu'il a malgré tout des bonnes coordinations avec la réalité des choses par rapport à l'empereur Commode qui a vécu dans notre monde. Commode avait vraiment pour habitude d'aller dans les arènes de gladiateurs et d'affronter des gladiateurs. Alors, il y avait toujours une petite spécificité. Le film, ce vice de Commode, il a été représenté par le moment où il poignarde Maximus juste avant leur match. Et dans la vraie vie, ce qu'il se passait, c'est que Commode descendait, il affrontait des gladiateurs, sauf que les gladiateurs avaient des armes émoussées. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas aiguisées, donc il n'y avait aucun risque que Commode finisse dans un état vraiment mal en point. Là où lui, vous devinez bien, il venait avec un arsenal de tueurs, et puis forcément, il gagnait tout. Et techniquement, quand on y pense par rapport à l'idéologie romaine de l'époque, etc., c'était une super manière de se mettre le public un petit peu dans la poche. En voyant ça, on avait l'impression de voir un empereur extrêmement fort, imbattable et invincible, alors que la réalité était tout autre. Comme on parle un peu de la réalité historique, etc., ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Gladiator 1, c'est que c'est le premier film qui vraiment nous présente un Colisée qui est exceptionnel, qui est grandeur nature, et surtout qu'on voit dans son entièreté. En général, quand on voyait le Colisée à l'époque, on voyait surtout des petites, des petites parties où il était assez limité, vous voyez. On voyait qu'il était assez réduit pour des scènes. Là, on sent justement que le budget, il est là, quoi. Mais même la ville de Rome est extrêmement bien faite, c'est exceptionnel. L'immersion que propose ce film est vraiment géniale. Notamment au niveau des costumes, et le film a gagné d'ailleurs un Oscar pour les costumes. Les costumes, ils sont titanesques. Je n'imagine pas les heures de travail qu'il y a eu pour déjà rien que le design, pour les fabriquer, mais ça c'est vraiment quelque chose qui a dû être titanesque comme travail, qui a été très légitimement récompensé aux Oscars, donc ça fait plaisir. Après, comment ne pas parler de cette bande originale de Hans Zimmer, qui est accompagnée par la magnifique voix de Lisa Gerrard, qui d'ailleurs m'a sûrement valu un copyright pour droit d'auteur en début de vidéo durant l'introduction, mais c'est pas grave, il fallait que je la fasse pour le kiff. Et comme je le disais précédemment, la musique est tout simplement exceptionnelle. D'ailleurs, la voix de Lisa Gerrard est magnifique. Et ce qui est fort, c'est que pour la musique Now We Are Free, Lisa Gerrard a carrément inventé un langage. Ils ont carrément inventé un langage. Moi, au début, honnêtement, je pensais que c'était du latin. Mais n'ayant pas fait latin quand j'étais plus jeune, je peux pas vous le confirmer. Moi, je pensais que c'était du latin, alors qu'en réalité, non. C'est un langage qu'elle a volontairement inventé pour justement signifier le langage de l'âme. Le résultat est tout bonnement magnifique. On a une musique qui est complètement culte dans l'histoire du cinéma. Dès que vous entendez les premières notes, vous savez l'assimiler au film. Enfin là on est vraiment sur du grand Hans Zimmer. Franchement ça a été une super collaboration entre lui et Ridley Scott. D'ailleurs c'est vraiment je pense un des gros piliers de la carrière de Ridley Scott, ce Gladiator. Et pourtant il avait déjà de l'âge à ce moment là. Et c'est d'autant plus fort quand on se dit que précédemment il a sorti
Blade Runner, Alien. Évidemment qu'il y en a d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a 3 gros piliers dans la carrière de Ridley Scott, en tout cas pour moi, à l'heure actuelle. Pour moi, c'est vraiment Blade Runner, Gladiator et Alien. Ce qui est fort en plus, c'est que Gladiator étant un péplum, ce qui est un style vraiment qui est exceptionnel, mais qui est tellement sous-estimé au cinéma, je trouve, surtout dans le cinéma moderne, hein, évidemment. Quand on regarde à l'époque, on avait quand même eu les 10 commandements, on a eu Ben-Hur notamment, exceptionnel, hein. On avait eu Spartacus avec Kirk Douglas. Vraiment, Gladiator, c'est un film qui peut, vraiment, je le pense très sincèrement, il s'assoit à leur table. Il s'assoit à leur table. Et pourtant, il date de 2000, une époque où justement les péplums n'étaient plus vraiment à la mode. Et d'ailleurs, je suspecte intimement le succès de Gladiator et l'arrivée de la série Rome, une excellente série d'ailleurs que je recommande à ceux qui ont HBO Max. Dedans, vous pourrez retrouver Kevin McKidd ou encore le regretté Ray Stevenson, que vous avez pu aussi voir par exemple très récemment dans Ahsoka, justement pour ceux qui suivent l'univers Star Wars. Ce que j'aime aussi avec ce film, c'est qu'il nous fait vraiment voyager et il change plusieurs fois de palette de couleurs. C'est-à-dire qu'au début en Germanie on est dans un champ de bataille donc c'est très sombre, les couleurs sont très froides notamment, on est sur du gris, plutôt du bleu, gris-bleu vous voyez c'est quelque chose de très froid. Après quand on se retrouve à Zucabar et à Rome justement là c'est très coloré, très ensoleillé et vraiment le film nous fait voyager, on voyage dans le monde romain antique. Et justement ce changement de localisation dans le film à travers l'évolution de l'histoire, je trouve que ça participe à l'évolution des personnages. Comme je l'ai dit au début, en Germanie Maximus est un peu au prime de sa vie. Va succéder à Marc Aurèle, il est le général de la Légion Phénix, il a encore remporté une bataille en Germanie, et pourtant c'est un guerrier. Donc ouais, on va mettre en avant des couleurs froides, des couleurs assez sombres, parce que ça va mettre en avant justement son côté guerrier et son côté impitoyable, tout en étant bien évidemment un guerrier d'honneur et de respect. Mais on voit vraiment au cours de cette scène de combat que c'est un guerrier qui, sur le champ de bataille, est extrêmement actif, et qu'il est, comme je l'ai dit, impitoyable avec ses adversaires. D'ailleurs, même quand il retourne en premier lieu en Hispanie, au moment où il va vivre le drame, finalement, de voir sa famille complètement morte et exécutée par les hommes de Commode, la couleur reste relativement sombre, et pourtant on est dans un lieu, encore une fois, qui est censé être très ensoleillé. Donc c'est pour vraiment accentuer le deuil, si vous voulez. Et après, on dirait que justement, les localisations qui ont été choisies, donc forcément Rome pour le Colisée et Zucabar, ont été volontairement choisies parce que justement c'est des localisations où on est obligé de mettre de la couleur, et c'est un peu la renaissance de Maximus, si vous voulez. C'est là qu'il devient l'esclave qui défia un empereur. Je pense vraiment que ce choix de couleurs et de colorimétrie n'est pas fait au hasard, surtout dans ce genre de film. Et moi, c'est l'interprétation que j'y vois en tout cas. Je ne sais pas si elle a été confirmée par le réalisateur ou non, mais moi, c'est l'interprétation que j'y vois lorsque je regarde le film. Quand vous regardez, les seules fois après où on utilise des couleurs assez sombres, justement, c'est lorsqu'on fait des allusions à la divinité romaine. Lorsque Maximus, par exemple, va retrouver sa famille, ou qu'il a des flashbacks, justement, de sa famille qui l'appelle. Et là, évidemment, c'est pas des couleurs sombres pour marquer un côté impitoyable, c'est justement des couleurs sombres pour montrer qu'il est au crépuscule de sa vie, qu'il accomplit sa dernière quête pour pouvoir les rejoindre justement. J'ai d'ailleurs aussi beaucoup aimé forcément sa relation avec Lucilla qui est très importante, notamment en plus pour la suite du film. My brother said Gracchus arrested. We daren't wait any longer. We must leave tonight. Proxim will come at midnight and take you to the gate. Your servant, Cicero, will be waiting there with horses. You have done all this. Yes, You risk too much. I have much to pay for. You have nothing to pay for. You love your son. You're strong for him. I'm tired of being strong. My brother hates all the world, and you most of all. Because your father chose me. Because my father loved you. And because I loved you. A long time ago. Was I very different then? You laughed more. I have felt alone all my life. Except with you. I must go. Yes.
Même si dans le film, on n'a pas du tout la confirmation que Lucius est le fils de Maximus, très loin de là d'ailleurs. Vraiment cette scène de Maximus et Lucilla dans cette fameuse geôle à côté du Colisée où est retenu le gladiateur avant de pouvoir s'enfuir justement grâce, par l'intermédiaire justement de son servant Cicéron. Cette scène est vachement forte en émotion, où Lucilla justement lui rappelle l'ancien temps, elle lui dit que justement elle prend énormément de risques pour lui parce que elle l'aime. Et évidemment avec la musique qui va bien derrière, ouais, c'est vraiment une scène qui est, je trouve, hyper touchante. Justement, je parlais de Cicéron, j'adore ce personnage aussi parce que c'est un loyal servant pour Maximus. Plusieurs fois, il aurait pu faire des choses pour justement essayer d'aider son ami, parce qu'au final, c'est censé être un servant, il est censé avoir une relation maître-servant, mais moi j'y vois plus vraiment une relation d'amitié entre les deux. Parce que le premier réflexe en Germanie quand Maximus se fait trahir, pour lui, ça a été d'essayer de le sauver. C'est Maximus qui lui fait un signe en lui disant non, 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 fais pas ça. Au final, il avait bien fait, puisqu'après, derrière, c'est Cicéron qui va essayer de permettre à Maximus de s'enfuir. Malheureusement, la perfidie de Commode l'emportera sur lui, et d'ailleurs même sur Proximo. Mais c'est vraiment un point fort du film, c'est que les personnages secondaires ne sont pas là juste justement pour servir Maximus et servir son personnage. C'est que c'est des personnages qui ont vraiment leur propre histoire et leur propre destinée, si vous voulez. Beaucoup aimé justement le rôle du sénateur Gracchus, ou encore Juba, ou même le légat Quintus. Quintus qui est quand même plus ou moins un traître, mais en même temps on se dit, on se met à sa place. Honnêtement, on se met à sa place. C'est un peu compliqué d'aller à l'encontre des ordres d'un empereur, sinon il aurait clairement fini comme Maximus. Et au final, quand on voit la fin, on voit que c'est quelqu'un justement qui respecte toujours Maximus. En fait, c'est typiquement le cliché du très bon soldat. C'est le soldat qui va obéir aux ordres et qui va pas les discuter justement. Comme dit dans un autre univers très populaire, Good soldier, follow order. Pour ceux qui ont la rêve, je vous remercie. Et bon, comme on m'a reproché dans une dernière vidéo d'être trop positif sur ce genre de vidéo, j'ai bien évidemment trouvé des petits défauts à ce film. Allez, je vais en trouver quelques-uns, des défauts plutôt historiques plus que réellement cinématographiques. On commence à aller avec le sénateur Gaius qui dit à Commode que Rome était fondée en tant que république. C'est historiquement faux puisque la République de Rome a été créée vers 509 ou 510 avant Jésus-Christ il me semble. Et avant cette période on était dans une période de royauté, notamment avec le fameux Romulus que vous devez peut-être connaître si vous suivez un peu l'histoire ou même si vous connaissez un peu les légendes romaines. Puisque comme vous le savez il y a eu Rémus et Romulus qui ont été élevés par une louve etc. Bref, c'est donc ce Romulus même qui aurait fondé la royauté à Rome en moins 753 avant Jésus-Christ. Donc on était quand même sur quelque chose de royal avant et ça n'a jamais été une république, la république romaine est arrivée bien après. Autre petite erreur, Commode n'a jamais assassiné Marc Aurèle. Voilà, ce n'est pas l'histoire, c'est pas du tout ce qui s'est passé d'ailleurs. Comme on parle d'assassinat, il y a vraiment eu une tentative d'assassinat par contre de la sœur de Commode qui n'est d'autre que Lucilla. Donc ça pour le coup, on est plutôt dans une réalité, bon même si ça a été dans d'autres circonstances et bien évidemment avec les mêmes protagonistes, parce que déjà Maximus n'existant pas dans la réalité étant un personnage fictif, il ne pouvait pas être là forcément dans la réalité. Mais Lucilla a bien fait un complot lorsque son frère était au pouvoir. Donc voilà, j'espère avoir mis assez de négativité sur ce film pour cette fin de vidéo. Bien évidemment, c'est à prendre au second degré, c'est pas des vrais reproches que je fais au film, c'est pas un documentaire, c'est un film de cinéma, donc bien évidemment que ça prend des libertés et c'est normal. C'est plus pour répondre à certains commentaires qui m'avaient reproché sur la vidéo de la planète des singes d'être beaucoup trop enthousiaste et de ne pas assez le critiquer. Donc voilà, j'ai critiqué Gladiator. Et encore, en réalité, je vous ai plus apporté des précisions historiques de ce qui s'est vraiment possiblement passé dans la vie réelle. Oui, parce que le problème avec l'Antiquité, notamment avec cette période, c'est que encore maintenant, les historiens sont en train de débattre et d'essayer de trouver plus de précisions parce qu'il y a certains écrits sur les empereurs qui datent de 100 ans après leur règne. Donc des fois, ils sont dépeints comme des personnages très cruels, alors qu'au final, ce serait peut-être pas forcément autant le cas que ça. Enfin bref, c'est une histoire qui est justement très évolutive, si vous souhaitez. Alors après il y a des choses qui sont factuelles et qu'on ne reviendra jamais dessus parce que c'est ce qui est vraiment arrivé. Mais certains points de l'histoire à ce moment-là peuvent être encore sujets à débat et peuvent évoluer dans les prochaines années. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire comme d'habitude et comme toutes les vidéos que j'ai pu vous sortir cette année en 2024. Je vous invite comme d'habitude à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir la chaîne et à aller voir pourquoi pas les autres vidéos. Je vous invite aussi à commenter et à me dire ce que vous avez pensé justement de la vidéo et peut-être même me dire ce que vous avez pensé du film. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve bien évidemment très rapidement en 2025 pour du nouveau contenu. C'était Louitos, salut à tous.